Je suis Alexandre Amigouette, fondateur et dirigeant d'Insignia, société bretonne spécialisée dans le digital. Avec mon équipe, nous accompagnons les entrepreneurs et entreprises à relever leurs défis grâce au numérique. J'ai un profond respect pour celles et ceux qui osent prendre le risque de vivre leur vie en sachant saisir leur chance. Seize Your Chance est le podcast où je vous partage mes discussions issues de rencontres avec des personnes qui m'inspirent. Bonne écoute! Salut Armel, je me présente rapidement, je m'appelle Alexandre Amigouette et je dirige une boîte dans le numérique. J'ai décidé de lancer ce podcast en commençant par la route du Rhum. Et aujourd'hui, on se retrouve tous les deux en Guadeloupe. Nous sommes actuellement installés sur ton bateau. Est-ce que tu peux te présenter en quelques mots ? Bonjour, je m'appelle donc Armel Tripon, je suis navigateur depuis maintenant très très longtemps, on va dire, depuis 2003. Professionnel, j'ai commencé avec des petits bateaux qui s'appelaient des 6 mètres 50 pour traverser l'Atlantique en solitaire, et puis au fil des années j'ai grandi et j'ai fait grandir les bateaux sur lesquels je navigue, et voilà, jusqu'à participer au dernier Vendée Globe en 2020, et puis là cette année à ma troisième route du Rhum en Ocean 50, qui sont des trimarans de 15 mètres. Ok, alors pour les personnes qui connaissent pas trop, on va essayer de vulgariser un petit peu, qui connaissent pas trop les courses en solitaire. Il y a 6 catégories de bateaux, c'est bien ça ? Alors là, sur cette route du Rhum, oui, il y a plusieurs catégories de bateaux. C'est vrai que c'est assez complexe quand même de pouvoir s'en sortir dans ces différentes catégories. Effectivement, il y a les plus gros qu'on appelle des ultimes, qui sont des maxi trimarans de quasiment 30 mètres. Et puis après, il y a plusieurs catégories de bateaux comme nous, qui sont des petits trimarans, qu'on pourrait comparer à des kartings un peu. Voilà, donc qui sont des bateaux très très nerveux, très rapide, et en même temps très casse-gueule. Voilà, donc ça rend l'exercice d'équilibriste pas évident. Est-ce qu'on pourrait dire que c'est une sorte de plus petit ultime ? Alors, c'est faux ? Ouais, je trouve que le terme karting, il est assez, parce que ça parle peut-être plus aux gens, et c'est des bateaux qui sont vraiment très légers en fait, assez bas sur l'eau, donc on est vraiment aux prises avec l'élément. Et là on le voit, là on est sur le filet, l'eau elle est 1m50 en dessous quoi. Oui. Et donc quand il y a de la mer, on est très très vite petit en fait. Et après c'est un bateau qui passe notre temps à changer d'échelle suivant les conditions. Des fois on le trouve grand, puis sous le vent on le trouve quand même un peu trop petit quand même. Mais voilà, c'est des bateaux avec des capacités d'accélération très fortes, avec des sensations aussi très fortes. Et c'est des bateaux très plaisants avec beaucoup d'adrénaline, mais avec un niveau de stress, et c'est des bateaux très engagés. Ok, et sur le Vendée Globe, tu avais eu le même type de bateau ? Alors voilà, c'est là où ça se complexifie, c'est que sur le Vendée Globe, on a uniquement des monocoques, donc là pour le coup des IMOCA, des bateaux à une coque avec une quille, et là tout le monde a le même type de bateau. Voilà. Donc c'est les IMOCA qu'on a retrouvés également sur la route du Rhum. Voilà. D'accord, et pourquoi tu n'as pas fait le choix de faire cette route du Rhum avec un IMOCA ? Bonne question. Parce que en fait, à la suite de mon Vendée, donc quand je suis arrivé en février 21, le bateau a été vendu assez rapidement, et du coup le partenariat s'est arrêté avec l'Occitane, et il a fallu rebondir et puis aller chercher d'autres horizons. Voilà. D'accord. Et donc tu disais que tu étais navigateur, c'est ta profession ? Oui. J'en vis depuis maintenant, comme je te disais, 2003, la première mini transat, que j'ai eu la chance de gagner, qui a derrière été un peu comme un office de tremplin en fait. Ça m'a permis de rentrer dans le monde de la course au large, le circuit Figaro, qui est un circuit professionnel, avec un niveau très élevé. Là j'ai appris, j'ai vraiment fait mes classes dans cette catégorie Figaro. Et puis au fur et à mesure j'ai fait du classe 40, ils ont un bateau de 12 mètres, après un peu d'IMOCA, je suis reparti sur du multi, à nouveau de l'IMOCA et puis du multi. Donc ce qui est sympa dans notre métier de coureur au large, c'est qu'on peut un peu toucher à tout quoi. C'est très très large quoi. Ok, moi je connais assez peu assez peu le monde de la voile. Je suis de loin, mais je pratique peu. J'imagine qu'il y a beaucoup de gens qui nous écoutent qui pratiquent aussi assez peu. On peut passer facilement d'un bateau monocoque comme un IMOCA ou un classe 40 à celui-ci, et où ça se navigue vraiment différemment.
Ouais, le multicoque c'est un monde à part quand même on va dire dans la course au large quoi, parce que comme je disais c'est des bateaux donc qui sont très légers, qui n'ont pas de quille, qui ont une stabilité en fait de forme uniquement par la largeur. Et à un moment, si on est en surpuissance, s'il y a du vent, une risée, une rafale, le bateau peut chavirer. Il peut chavirer ou il peut s'encir par l'avant. Donc ça reste une navigation beaucoup plus engagée, beaucoup plus stressante, avec une attention permanente. Alors qu'un monocoque, il a une quille, donc il fait avec un rapport de lest assez important. Un IMOCA par exemple, il y a 4,5 tonnes de lest au fond, et donc le bateau dans une risée, il va se coucher, mais il se redressera toujours. Donc il n'y a pas ce facteur stress de se retourner, quoi. Bon voilà, on l'a vu là sur la route du Rhum, il y a un concurrent, Thibaut Vauchel, qui derrière le passage d'un front, malheureusement s'est retourné, quoi. Voilà, le bateau a chaviré parce qu'il y a une risée très forte. Et moi je me suis retrouvé sous des grains là sur la route du Rhum avec des grains à plus de 40 nœuds sous Genecker, et j'étais vraiment pas fier. C'était des moments où voilà, d'ailleurs j'ai jamais autant stressé que sur une course. Parce que justement il y a cette épée de Damoclès un peu au-dessus de notre tête, quoi. Ok, et ça veut dire que tu dois très peu dormir, j'imagine. Ça se passe comment le sommeil? Alors effectivement ça se passe par toutes petites phases. Au plus long j'ai dû dormir 20 minutes d'affilée. Donc j'ai une alarme que je règle sur 20 minutes, et puis il y a un beeper qui me réveille. Et puis après il y a les autres alarmes aussi sur l'ordinateur, si le vent change, si le vent monte, voilà. Mais oui, ça demande un entraînement, et puis savoir aussi un peu se détacher, quoi. Faut faire confiance à la machine, faut faire confiance au pilote automatique. Donc en solitaire on fait que du pilote automatique, et ce pilote automatique, voilà, c'est lui qui nous amène la garantie de rester à l'endroit, on va dire. Donc il faut aussi lui faire confiance, et à un moment de savoir débrancher son cerveau, se dire bon, le bateau est lancé de nuit à plus de 20 nœuds, 25 nœuds, et il faut que je sois en capacité moi de faire abstraction de ça et d'aller dormir. Et alors le pilote automatique, tu peux faire une grosse partie de la route du Rhum en automatique, ou quelle proportion? C'est 100%, hein. 100%. Aujourd'hui, je pense que sur l'ensemble des bateaux, plus personne ne barre. Il y a eu une telle progression en fait dans les intelligences et dans on va dire les cerveaux de nos pilotes, que ils sont bien meilleurs barreurs que nous. Donc aujourd'hui, on passe du temps finalement à régler ce pilote, suivant l'état de la mer, suivant les allures, suivant la force du vent. Donc on apporte des nuances de réglage, mais par contre voilà, on ne barre plus, quoi. Parce que c'est de l'énergie dépensée inutilement, alors que sur du solitaire on a plein d'autres choses à gérer, quoi. Ok, donc le pilote automatique va gérer, on va dire, la trajectoire, Oui, si je dois résumer. tout à fait. Et toi, tu vas te concentrer sur contrôler ce pilote automatique. Voilà. Et en même temps certainement tout ce qui est voile. Là, je vois derrière toi qu'il y a beaucoup de matériel, et je pense que quand on arrive pour la première fois sur un bateau comme celui-ci, on doit être un peu désorienté. Ouais. Ton rôle à toi, C'est de effectivement régler le pilote pour qu'il soit le plus ajusté possible et les meilleures trajectoires, et après régler les voiles, voilà, en conséquence, pour que on règle nos voiles en fonction des angles du vent, et ça peut jouer. En solitaire on essaye d'avoir des réglages un peu médians, mais des fois le vent change, des fois ça monte, ça descend, il y a des variations, il faut s'adapter, donc les réglages changent aussi, quoi. Donc il faut être assez présent, assez concentré pour pouvoir adapter les réglages progressifs, en continu, quoi. Et la route du Rhum, on connaît le chemin, entre guillemets, on connaît cette route. Et est-ce que tu as des choix à un moment donné à faire, en passer par tel ou tel endroit, ou Bien sûr, c'est quand même très cadré? Ouais, il y a des grands schémas météo. Voilà, après l'idée c'est souvent d'aller accrocher le système des alizés, donc qui sont des vents portants qu'on retrouve à peu près au niveau de la latitude des Canaries. Et avant d'aller accrocher ces alizés, il y a des successions de passages de dépression, de fronts à passer. Là, nous, on en a passé 2. Certaines catégories en ont passé 3, peut-être 4 même. Voilà, donc ça fait on peut dire que ça fait une course un peu à étapes. Il y a un premier tronçon qui est la partie sortie de Manche, Saint-Malo, l'Iroise, voilà, le golfe de Gascogne. Puis une deuxième partie où on va aller chercher ces passages de front. Donc on est au près ou au travers avec une navigation assez musclée. Puis la troisième partie où on navigue dans les alizés au portant, qui est
qui peut être la plus reposante entre guillemets, sauf que des fois il y a des gros grains, des nuages assez immenses et voilà, des ciels magnifiques, mais ça ramène beaucoup de vent, beaucoup de pluie et des fois des pièges, des fois du vent très fort dedans, donc voilà, il faut être toujours vigilant quoi. Surtout en multicoque comme je disais, parce que c'est là où le bateau peut chavirer quoi. Il y a eu des nuits noires par exemple où il n'y avait pas de lune, nous sur cette course, très peu de lune, et du coup les grains la nuit on les voit pas arriver, donc d'un seul coup le vent monte. Pardon. Le vent monte et si t'es pas présent ou à ce moment-là, là le bateau il peut grimper et puis boum, tu te retrouves les quatre fers en l'air quoi. Et donc, tu t'éclaires comment à ce moment-là? Parce que tu parlais de lune. Tu t'éclaires t'es avec ta frontale si tu veux, mais voilà. Mais c'est-à-dire que tu vois pas la différence entre la nuit noire et puis la nuit avec un grain en fait quoi. Il y a pas de contraste. Alors que quand il y a de la lune, on peut voir les nuages finalement. Je vois bien, d'accord. Cette route du Rhum, elle a été décalée de quelques jours. Comment toi tu t'es senti à cette annonce? Parce que j'imagine que tu te prépares depuis un moment et tu devais être concentré sur cette date de départ. Est-ce que ça a été quelque chose de perturbant, bien accueilli pour toi? Moi, je dirais que c'était un soulagement parce que pour l'ensemble des marins, parce que les conditions étaient vraiment dures. Nous, dans notre classe, on avait plus ou moins tous envisagé de s'arrêter dans un port, laisser passer le gros de la baston pour pouvoir ménager nos bateaux et pas prendre de risques. Il y avait 6, 7, peut-être 8 mètres de mer annoncés. Ces bateaux-là, au-delà de 4-5 mètres, ça commence à être compliqué. Il y avait 45 nœuds de vent. C'est des conditions où le risque de casse matérielle est important. Donc il n'y avait pas tellement finalement d'enjeux sportifs. Donc c'était la bonne décision. Ça a permis de faire retomber un peu la pression et puis de se reposer au fait. Et je me suis rendu compte qu'il y avait quand même un peu de fatigue accumulée sur ces 15 jours de village où on est beaucoup sollicité. Et du coup ça a permis de partir peut-être plus reposé quoi. Parce que le concept du village, pour les personnes qui n'ont pas assisté, nous on s'était vu à Saint-Malo. Il y avait donc tes sponsors que tu accueilles. Il y a la presse que également tu accueilles et j'imagine que tu dois faire beaucoup d'animations, d'interventions sur ce village. Alors il faut savoir le gérer. C'est sûr que c'est un moment un peu clé aussi de la course parce qu'on peut y laisser beaucoup d'énergie. Alors moi c'était ma 3e route du Rhum, donc je connais un peu l'histoire, mais c'est vrai qu'on peut vite se faire happer par l'événement, par son intensité et par justement toutes ces sollicitations et y laisser beaucoup d'énergie et partir en étant avec une certaine fatigue, on va dire, physique et puis mentale aussi quoi. Donc du coup faut être très très vigilant sur cette partie et en même temps répondre quand même aux exigences et puis de la course, de nos partenaires, de tout ça, parce que ça fait partie du jeu. Donc il y a un petit équilibre à trouver. Et tu arrives quand même à en profiter de cette période village? Oui, moi j'aime bien en fait aussi ce moment où on sent qu'il y a la pression qui monte, on sent qu'il y a une excitation aussi qui monte, que le départ approche, que tout le monde commence à être un peu plus sous tension et souvent lié à une météo qui peut être dure aussi. Et là c'était le cas, donc mais j'aime bien cette gestion d'avant-course où il faut gérer ce stress aussi. Et rester le plus calme possible et commencer à se mettre dans sa course, on crée sa bulle un peu, souvent on dit ça des sportifs qui se mettent dans leur bulle, mais voilà, c'est se créer son monde à part et déjà être parti en fait dans sa course. C'est un moment assez agréable. Ok. L'arrivée, comment tu la vis cette arrivée? J'imagine, parce que alors pour ceux qui ne connaissent pas le parcours, tu arrives sur la Guadeloupe, oui. Tu passes au nord de la Guadeloupe et tu contournes quasiment la Guadeloupe pour redescendre en dessous et arriver à Pointe-à-Pitre. Exactement. Voilà, on contourne toute l'île de Basse-Terre avec la Soufrière et qui est juste splendide. Moi j'adore, c'est donc ma 3e et je suis arrivé au petit matin, donc au début c'était la nuit encore noire et puis il y avait cette silhouette de l'île qui se découpait très très noire comme du charbon et puis au fur et à mesure que les lueurs se sont levées, ça s'est transformé en un vert progressivement jusqu'à du vert émeraude avec le ciel qui se levait. Enfin, c'était somptueux quoi. Et puis il y a des odeurs incroyables quand on est sous le vent de l'île. C'est une terre équatoriale, donc ça dégage énormément d'odeurs très fortes.
des contrastes de lumière qui sont dingues et puis la mer qui s'aplatit en plus. Donc on arrive de 10 jours où on était sans arrêt un peu malmenés quand même sur nos bateaux avec de la mer, et puis là la mer est calme, le bateau file en silence complet, il n'y a personne, enfin c'était un moment très très intense et magique. Et cette arrivée, au moment où tu franchis la ligne d'arrivée, c'est un soulagement, quel est le sentiment que tu as? Ouais, il y a une joie intense parce que c'était pas évident pour nous comme challenge de finir cette course. On a eu pas mal de péripéties et de galères avant d'être au départ à Saint-Malo. Donc finir la course, c'était déjà un gros challenge pour toute l'équipe. Donc une joie vraiment intense pour tout le monde. Et puis un soulagement, un moment aussi que tout s'arrête. C'est-à-dire que arrêter d'avoir l'esprit en perpétuelle attention, arrêter d'être aux aguets tout le temps, enfin pouvoir dormir, se poser. Voilà. Donc c'est un gros soulagement. Ça a duré 12 jours pour toi? Oui. Par rapport à tes 2 autres routes du Rhum, c'était combien? Je dirais que c'est la plus stressante parce que liée à ces bateaux en particulier, et puis à l'intensité de la course et comme je disais, il y a eu le chavirage d'un des concurrents, Thibaut, là, qui a été et moi-même j'avais chaviré sur ce bateau au mois d'avril. Okay. Un solitaire sur ma première course en début de saison, et donc il y a une espèce de traumatisme comme ça qui est revenu. Donc j'étais quand même beaucoup sur la défensive et d'être très très vigilant, et parce que ça peut vite basculer en fait. On peut vite être dans une situation un peu tendue où on contrôle à une situation qui part en vrille, quoi. Donc voilà, le multicoque c'est un peu comme du lait sur le feu, donc il faut être toujours dessus. Et tu as été plus rapide que les 2 autres fois? Alors la première fois je l'avais fait en IMOCA en 2014, donc là j'avais mis, il me semble, 13 jours de mémoire, ou peut-être 14 jours. Et puis en 2018 j'avais mis 11 jours 7 heures. Voilà. D'accord. Là j'ai mis un peu plus. Et c'était en IMOCA aussi? C'était en Ocean 50 à l'époque, en 2018. Donc là c'est ta 2e fois en Ocean 50? Exactement, ouais. Tu fais des rencontres sur l'eau? Alors je rencontre des concurrents, ouais. C'est assez sympa d'ailleurs parce qu'au bout de 4, 5 jours, 6 jours, on croise un bateau. Il y a un bateau qui apparaît sur l'écran à l'AIS, donc c'est un système de visualisation et de sécurité. Et du coup, on voit que c'est un concurrent. Là, en l'occurrence, c'était des IMOCA, donc voilà. Donc du coup, on s'appelle mutuellement parce qu'on est toujours plutôt content de pouvoir échanger. Voilà, donc c'est un moment un peu à part dans la course. Ça, on s'échange 2-3 nouvelles et puis voilà. Et Est-ce après, que vous pouvez communiquer entre vous? Ah oui, on a ce qu'on appelle des VHF, c'est des petites radios qui permettent de pouvoir communiquer entre bateaux. Alors c'est des portées assez courtes, mais quand on est dans un rayon d'action d'une vingtaine de kilomètres, on peut communiquer ensemble. Comment est l'ambiance entre concurrents? C'est le terme concurrent? Ouais, alors là c'est des concurrents d'une autre catégorie, donc plutôt bonne, on va dire. Et après, même dans notre classe, si on croise un bateau de notre catégorie, on échange à la VHF. En général, c'est plutôt convivial. Il y a une bonne ambiance. Après, c'est chacun pour soi. Et puis on essaie ça reste une course, hein. Mais voilà, il y a une ambiance plutôt, dans cette classe en particulier, je dirais, de camaraderie assez sympathique. Est-ce que vous n'êtes pas nombreux en Ocean? On est 8. Toi, t'es arrivé 5e? 5e. Et vous êtes tous arrivés dans un... alors non, il y a eu 2 abandons. 2 abandons? Ouais, 2 abandons, malheureusement. Sam Goodchild, dès le début, qui a eu un gros souci de santé, et puis il s'est blessé à bord, et puis après Thibaut Vauchel qui a chaviré. Ok. Qui est la fameuse hantise de chavirer. Exactement. D'accord. Si on parle un petit peu des petits doudous, oui. Parce que c'est le logo qui est sur l'ensemble du bateau. Est-ce que tu peux nous en dire 2 mots, nous présenter ce que c'est déjà, pour ceux qui ne connaissent pas? Alors, les petits doudous, c'est pas une marque, c'est pas des bonbons, c'est pas des... Voilà, ce sont une association au départ, toujours... Pardon. Une association de soignants qui se sont engagés en fait, et aujourd'hui il y en a 1500 en France à travers différentes associations dans des hôpitaux un peu partout pour en fait améliorer le passage au bloc opératoire des enfants opérés. Donc c'est-à-dire qu'ils ont décidé à un moment que c'était fini, que les enfants ne pouvaient plus souffrir, pleurer, stresser, avoir des angoisses
au passage du bloc opératoire, qui est toujours un moment un peu, enfin, qui était un moment, on va dire, anxiogène. Et ils ont rendu ce passage au bloc finalement de manière beaucoup plus ludique, comme presque un parcours de vie, quoi. Et ainsi, en fait, ils ont supprimé la prémédication. Et voilà, donc ça a eu plein de vertus, quoi. Les enfants, du coup, ont plus de traumatisme, le vivent mieux, donc vivent mieux aussi leur post-opératoire quand ils rentrent chez eux. Les soignants travaillent de manière beaucoup plus détendue, plus zen, plus attentionnée, plus concentrée aussi. Il n'y a plus de pleurs dans les hôpitaux. Donc voilà, c'est un système très vertueux. Et cette association, pour se financer, en fait, repose uniquement sur le recyclage. Ils se sont dit, il y a tout un tas de déchets dans les hôpitaux, c'est incroyable qu'on n'en fasse rien. Et à un moment, comment faire pour finalement financer les cadeaux qu'on offre aux enfants, parce qu'en fin de parcours opératoire, ils leur offrent un doudou. Voilà, parce que ça a été... ils ont fait un parcours assez sympa, enfin exemplaire, ils ont été courageux. Et pour les féliciter, les remercier, les soignants offrent un doudou, d'où le nom, les petits doudous. Voilà, à chaque enfant. Et pour financer ces cadeaux, en fait, ils recyclent tous les matériaux, et essentiellement les métaux, donc cuivre et autres, qui sont jetés au bloc opératoire. Voilà. Et comment toi tu es rentré en relation avec les petits doudous? Alors, je suis par le biais de mon partenaire, donc à l'époque qui est toujours d'ailleurs Moulin Rôti, qui est fabricant de doudous, voilà, et avec lequel j'avais gagné la Mini Transat en 2003, et qui m'a fait rencontrer en 2014 la présidente de cette association qui l'a créée, donc en 2011 il me semble, qui s'appelle Nolwenn Fèvre, à Saint-Malo. Et il me dit, écoute, sur cette prochaine course là que tu vas faire, en fait, on va pas mettre en avant Moulin Rôti, mais on va mettre en avant l'association Les Petits Doudous que nous on soutient. Voilà. Et donc c'était un peu au début de l'assaut, parce qu'il y avait une trentaine d'associations. Aujourd'hui il y en a 120, 1500 soignants, il y a eu plus de 200 tonnes de recyclés. Et voilà, et c'est une association qui est en train de grossir de plus en plus, quoi. Et moi, ce message de aider les enfants à mieux vivre ce parcours médical, il m'a parlé tout de suite, parce que quelques temps avant, j'avais eu un enfant de 1 an qui était hospitalisé en urgence pédiatrique, et j'ai passé plusieurs jours avec lui au bloc, voilà, une forme assez grave, et du coup, voilà, j'étais forcément, on va dire, sensible à cette cause. Donc tout de suite, je me dis, ouais, bien sûr, j'accepte avec grand plaisir de porter ce message. Et puis au fur et à mesure, sur toutes mes courses, j'ai embarqué des doudous. On a essayé de mettre en avant cette association, de faire en sorte qu'elle ait un peu plus de visibilité, de vue, de connaissance. Et puis au fur et à mesure, on est arrivé à la conclusion que ce serait quand même chouette d'avoir un bateau finalement totalement aux couleurs de l'association. Voilà. Ok, c'est et chouette, on est arrivé là. Et on voit quasiment que, je regarde, mais on voit quasiment que la marque Les Petits Doudous. Alors ouais, c'est ça. Alors il y a des partenaires forcément qui permettent cette visibilité-là. Donc ils sont nombreux, et c'est super de les remercier, et eux aussi trouvent du sens finalement à cet engagement, à ce partenariat. Et voilà, on ne met pas en avant une marque commerciale, ce qui est aussi tout à fait honorable, mais là pour le coup c'est un message, c'est des bénévoles, c'est des soignants, des gens qui sont dans l'ombre, c'est des gens qui sont engagés dans leur métier de manière complètement incroyable. Moi, pour visiter plusieurs hôpitaux, je mesure un peu le professionnalisme et l'engagement de ces gens, et je trouve que c'est remarquable, c'est très beau. Et les soignants, on les a tous applaudis pendant plusieurs mois pendant le confinement. Et voilà, et aujourd'hui c'est la continuité de ça aussi, c'est de se dire, voilà, regardez ces personnes qui se battent pour que nos enfants soient soignés dans de bonnes conditions. Voilà, on essaye de les mettre en valeur, et modestement, j'essaye d'apporter ma pierre à l'édifice. Et le message est chouette, et ça doit être quelque chose de motivant, j'imagine, quand tu fais cette route du Rhum. Complètement, moi je trouve que ça donne du sens aussi à mon métier de coureur au large. C'est un sport où on est quand même très égocentré, forcément, puisque la compétition, c'est être le meilleur, c'est s'entraîner, c'est être tourné vers la performance, vers soi, vers comment on va pouvoir performer le plus possible. Et quelque part là, je m'extrais de ça, et puis j'essaye de mettre en avant des gens qui travaillent dans l'ombre et qui font des belles choses, pleines de sens. Tu parles d'entraînement.
comment tu t'entraînes tout au long de l'année? Tu as ce bateau-là, tu as, un autre équipement? Ah non, il n'y a pas d'autres bateaux. Non, il y a ce bateau. Alors cette année, ça a été très compliqué parce que, comme je disais, j'ai chaviré en solitaire au mois d'avril. Et du coup, on a dû récupérer le bateau, le réparer. Il y a eu des gros frais engagés. C'était complexe. On n'a pu renaviguer qu'à partir du mois de juillet. Et donc j'ai fait très peu d'entraînement. J'ai pas pu trop me mesurer aux autres. Voilà, pour le coup, c'était une année compliquée, sans préparation, sans entraînement. Donc il y a eu une course contre la montre pour pouvoir être au départ de la Route du Rhum. Donc ça a été déjà exceptionnel. Nous, notre premier challenge, c'était de réussir à être à Saint-Malo. Il y a eu un travail remarquable de mon équipe technique qui a fait un boulot fabuleux pour que le bateau soit prêt en temps et en heure. Et j'ai pu traverser d'ailleurs l'Atlantique avec un bateau dans de très bonnes conditions. Mais voilà, il y a phase d'entraînement, on va dire, elle a été un peu inexistante pour le coup. Tu parles de ton équipe technique. Il y a combien de personnes derrière un homme en solitaire sur un bateau? Alors sur ce projet-là, il y a 3 personnes techniquement à temps complet. Et puis après, on vient chercher des compétences dans différents domaines de manière, on va dire, plus épisodique, quoi. Voilà. Quoi comme compétences? En électronique, en informatique, essentiellement, ça peut être en composite à un instant donné, voilà, des choses comme ça. D'accord. Tu as évoqué ton fils tout à l'heure, je crois. On l'a interviewé alors ce contenu sera également dans une application qui s'appelle Backstage, disponible sur les stores. Et à Saint-Malo, on l'avait interviewé. Il disait qu'il était très fier de son papa, ce qui est assez logique. T'as combien d'enfants? J'ai 3 garçons. 3 garçons. Tu penses à eux quand t'es au large, j'imagine? Alors, curieusement, ou je sais pas, c'est de moins en moins. Alors c'est vrai qu'au début, quand tu as des enfants en bas âge qui viennent de naître, et tu te demandes toujours un peu ce que tu fais là, et voilà, tu es quand même loin d'eux, de ton épouse, et tu te dis c'est quand même curieux quand même de vouloir s'isoler comme ça. Et puis après, au fur et à mesure, tu apprends et tu essayes de te détacher aussi de ça parce que c'est pas non plus très très performant, on va dire, de pouvoir d'être dans cette pensée là. Donc voilà, du coup maintenant de moins en moins, ça veut dire c'est pas que je ne pense pas à eux, mais disons que ça me touche pas quand je pense à eux, quoi. Voilà. Quand tu es je suis en mer, bien sûr. Okay. Pour bien comprendre, ouais, tout à fait. Pour pas que tu passes pour quelqu'un d'inhumain. Mais non, c'est pas ça. Mais voilà, tu te concentres sur la performance. Exactement, d'éviter de partir dans des émotions qui vont me sortir de ma course. Voilà. Ok. Et tu les as en ligne. Enfin, tu arrives à communiquer avec eux. Alors, on l'a fait une fois, sur une course. Bon, là, c'est assez court. Hein. C'est une course de 12 jours. Là où un Vendée Globe, c'était 84 jours. Donc, bon, voilà. Et donc, du coup, oui, sur 12 jours, on a dû avoir un échange. Et ça va pour eux? Ouais, ça va. Ils sont, comme je dis, assez fiers finalement. Ils suivent. Et puis, ils ont des copains à l'école qui suivent aussi la course. Donc, voilà, ils aiment bien. C'est chouette. Ouais. Sur les, je reviens, alors je passe d'un sujet à l'autre, mais sur les sponsors, c'est un groupe, une coopérative de scope. Comment on pourrait qualifier Alors, il y a plusieurs partenariats. En fait, il y a effectivement le groupement des scopes, national, et puis le groupement des scopes de l'Ouest, qui nous ont soutenus, qui nous aident, qui ont été emballés par cette idée de soutenir l'association, de la mettre en avant. Et qu'on fait un chouette travail de motivation des groupes, d'équipes, de communiquer au sein des scopes. Et grâce à ça, en fait, il y a eu des scopes, on va dire plus individuellement, qui sont venus aussi soutenir le bateau pour justement ces valeurs qu'on essaye de mettre en avant, de soutenir des soignants. Et donc voilà, on a et des sociétés comme Bouillet-Leroux par exemple, comme Macorets, comme Up, il y en a plusieurs. Savoir Plus, Cogessi, ils sont nombreux en fait à venir nous soutenir, et le mouvement Scope dans sa globalité qui aussi soutient le projet. Ce qui doit faire beaucoup de gens à venir te voir et à te soutenir en quantité. Ouais, alors ce qui était vraiment chouette, c'est qu'il y a même des salariés en fait de ces sociétés qui sont venus prêter main forte pendant 15 jours sur le village pour participer auprès des soignants à
faire connaître l'association, découvrir aussi le bateau, me rencontrer, créer des échanges. Et c'est toujours intéressant de pouvoir avoir des échanges avec différents niveaux professionnels, donc différents statuts. Et voilà, donc ça crée un brassage, on va dire, humain assez riche. Parce que c'est deux mondes qui se côtoient, l'entreprise, même si Oui. ce sont des scopes, l'entreprise et le milieu hospitalier. Qui est une entreprise un peu différente, on va dire. Qui est une entreprise différente, oui, et qui a un fonctionnement complètement différent. Oui. Ça doit être assez riche pour toi aussi d'être avec tous ces interlocuteurs différents. Ouais. Moi, c'est vraiment la richesse de ce partenariat, de ce projet, en fait, qui est quand même un peu atypique, quelque part. Et du coup, avec des interlocuteurs de différents horizons. Et puis voilà, on essaye aussi d'emmener, naviguer le plus possible. Alors là, comme il y a eu le chavirage, on a été un peu bloqué dans la saison, mais d'emmener le plus possible naviguer et des salariés d'entreprise et des soignants, justement pour créer ces moments d'échange et un peu aussi que chacun prenne du recul aussi sur son métier. Voilà. Et puis moi, j'aime beaucoup partager un peu ce que je fais et c'est toujours sympa de emmener des gens naviguer sur ces bateaux qui sont magiques. C'est comme des libellules et après une journée, les gens reviennent avec des étoiles dans les yeux. Donc c'est plutôt chouette. Comment tu retournes en métropole ? Eh ben, on part dimanche là. Je ramène le bateau en équipage avec 2 autres personnes. Donc tu fais le retour ? Oui. Tu vas mettre plus longtemps, j'imagine ? On va mettre entre 10 et 11 jours. On est à peu près sur des temps similaires. Et ce sera plus facile ou plus dur à plusieurs ? Alors déjà, je vais pouvoir dormir. Donc ça, c'est la bonne nouvelle. Plus de 20 minutes d'affilée. Donc, et puis non, ce sera plus facile parce que justement, il y aura cette veille permanente et on va pouvoir tourner, faire des quarts. Et voilà. Donc il y aura beaucoup moins de stress. Après, c'est la partie finale qui est plus difficile parce qu'on arrive en plein hiver chez nous. Et donc voilà, là, il faut être un peu vigilant sur la météo pour ne pas prendre de risques. Juste avant qu'on démarre le podcast, tu me disais que tu commençais tout juste à récupérer en termes de sommeil. Ça fait combien de temps que tu es arrivé ? Je suis arrivé lundi et là on est jeudi. Oui. Voilà, donc 3-4 jours. Je vais partir encore un peu fatigué, c'est sûr. Mais après, voilà, vu que c'est de l'équipage, c'est pas très grave, quoi. Qui ont déjà l'habitude, ton équipage ? Oui, ils connaissent le bateau, ils savent naviguer, donc ils connaissent le large aussi, donc je suis en confiance. Et toi, tu habites quel coin ? Moi, j'habite à Nantes. Tu habites à Nantes ? Voilà, et je m'entraîne à la Trinité-sur-Mer. Ok, c'est voilà. le plus proche sur la côte atlantique. Exactement. Ok, super. Est-ce que parce qu'on a beaucoup parlé de sommeil. Oui. La nourriture, ça se passe comment ? Qu'est-ce que tu manges ? À bord, alors c'est assez classique pour les navigateurs, c'est du lyophilisé sur des courses comme ça, très courtes. Donc c'est de la nourriture déshydratée qu'on réhydrate avec de l'eau chaude. Voilà, ça permet d'être assez efficace, rapide et puis avec tous les nutriments intéressants. Donc voilà, c'est pendant ces 10 jours, 12 jours, ça a été à base de plats lyophilisés. Puis après, il y a des petits compléments autour, quoi, pour les nuits, avec un peu des encas, des choses comme ça. Quelle a été ta plus grosse peur pendant cette traversée ? Comme je disais, c'est le chavirage. Hein. C'est vraiment ça qui nous fait stresser, nous, sur nos bateaux. Hein. C'est qu'à un moment, on est toujours sur cette recherche d'équilibre un peu instable et un peu à la merci d'une risée, d'une rafale. Donc voilà, il y a un stress qui s'installe et qui est assez tenace, quoi. Tu as toujours voulu être navigateur ? Plus Non. Toi ? Alors, moi, j'ai vraiment découvert la voile très très tard. Très très tard, non, mais à l'âge de 19 ans. Donc c'est tardif quand même. Et puis la compétition encore plus tard, à l'âge de 25. Aujourd'hui, j'ai 47 ans. Et donc voilà, mais après, ça qui est assez chouette dans ce milieu, c'est que c'est un sport qu'on peut faire vieux, en fait, finalement. 47 ans, c'est presque jeune. J'exagère un peu, mais voilà, c'est pas un sport où le physique va primer. C'est un sport, on va dire, plus cérébral, de réflexion, d'expérience aussi, où chaque transat accumulé permet de se bonifier, de progresser, d'apprendre aussi de ses erreurs, de son expérience. Et donc du coup, c'est pour ça que voilà, on peut l'exercer assez longtemps, pour peu qu'on en ait envie, parce que c'est aussi un sport d'engagement. C'est pas une transat, c'est pas 90 minutes. Donc c'est 10, 12 jours, voire plus pour certains bateaux.
c'est en continu, quoi, non-stop, tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. On ne peut pas faire de pause. Donc ça demande quand même une motivation et un engagement assez fort. Le mental, c'est presque le plus important. Enfin, ça joue. Bah oui, c'est l'essentiel. C'est voilà, parce que le physique, finalement, c'est assez facile à travailler, ça. Et tout le monde sait le faire, et voilà, et tout le monde est en forme physique. Aujourd'hui, c'est pas le point bloquant. Par contre, le point bloquant, c'est effectivement mentalement, qu'est-ce qui va faire qu'on va réussir à se surpasser, qu'est-ce qui va faire qu'on va pouvoir envoyer plus de toiles au bon moment, prendre la bonne décision au bon moment, surtout. On sait que notre sport, des fois, se joue sur 1 ou 2 phases de jeu sur les 10 jours, et voilà, ces phases de jeu, il ne faut pas les rater. Donc comment être dans le bon état d'esprit, justement, pour pouvoir prendre la bonne décision et qui va faire qu'on va performer, quoi. Est-ce qu'à un moment donné, tu as peur de casser pour des raisons purement on va dire financières? Parce que j'imagine que ça coûte un petit peu cher, Oui. ce type de bateau. C'est quoi le budget, pas forcément de celui-ci, mais globalement d'un Ocean 50? Aujourd'hui, un Ocean 59, ça vaut pas loin de 3 millions d'euros. Voilà. Après, des bateaux d'occasion, c'est autour de 1 million d'euros. Mais oui, c'est sûr qu'aujourd'hui, en étant armateur du bateau, Ça veut dire quoi? c'est-à-dire que j'en suis propriétaire avec copropriétaire, on va dire. Mais il y a une prise de risque à naviguer dessus, et du coup, étant donné qu'on n'a pas un partenaire titre majeur qui nous assure, il y a une certaine fragilité financière. Et cette fragilité financière, forcément, elle a des conséquences sur ma manière de naviguer, sur moi, le risque, voilà, là où je mets le curseur. Et en ayant chaviré en avril, on a fait quand même un trou dans l'eau à peu près de 400 000 euros. Okay. Il a fallu changer le mât, il a fallu changer les voiles, il a fallu changer de l'électronique, etc. Donc c'était conséquent, quoi. C'était lourd, et ça a mis du stress sur l'équipe. Moi, ça m'a mis du stress aussi, parce que je savais pas si on allait réussir. Bon, voilà, on a été soutenu. Il y a eu donc Nolo Nfef, qui est la présidente de l'association, qui porte le projet, qui a été extraordinaire, et qui a toujours cru, qui était d'une motivation hors pair, et voilà, qui nous a beaucoup aidé là-dessus, toute l'équipe des petits doudous. Mais ça amène forcément une espèce de conscience, en fait, qui est plus poussée que s'il y a un gros partenaire derrière et qui nous assure, en cas de chavirage ou en cas de casse, que tout sera pris à sa charge. Nos bateaux sont pas assurés, en fait. Voilà. C'est la question qui allait suivre. Ouais. Donc voilà, forcément, il y a une prise de risque qui est très forte. Et c'est ce que reconnaissent aussi d'ailleurs les entreprises, c'est de dire que eux, dans leur management d'entreprise, c'est toujours cet ajustement de la prise de risque, savoir où mettre le curseur. Et ils sont assez admiratifs, en fait, de nous, l'engagement qu'on met dans nos métiers pour mener ces bateaux, voilà, trouver la limite. Alors des fois ça casse, parce que des fois pour gagner il faut pousser fort, et puis il y a des fois ça passe, et voilà, il y a un équilibre à trouver. Et tu disais qu'il n'y a pas du tout d'assurance Sur nos bateaux, non, les assurances refusent, il y a trop de risques, en fait. Donc voilà, ils refusent d'assurer nos bateaux. Donc tu fais des courses au large sans aucune assurance, sans parachute. Donc c'est quand même assez tendu. Autant sur la partie matérielle que sur tes dommages corporels? Alors si, moi j'ai une assurance vie, et voilà, je suis couvert. Si je meurs en mer, si tu meurs en ma mer, femme et mes enfants ne seront pas dans la panade. Si tu meurs, mais dans un cas où tu es blessé? Ah oui, j'ai aussi une indemnité qui me permettra peut-être de, je sais pas, de changer de métier. Mais même au-delà de ça, l'organisation de la route du Rhum vient te secourir. Comment ça se passe Alors, l'organisation, oui, elle est là pour effectivement mettre en place des secours si on déclenche une balise. Après, nous, on s'est organisé aussi en tant que classe Ocean 50 avec un ancien coureur au large qui s'appelle Adrien Hardy, qui est quelqu'un que je connais très bien, et qui a un gros bateau d'ailleurs de remorquage, et qui en fait suit la course, et en cas de chavirage vient tout de suite sur le lieu le plus rapidement possible, on va dire dans moins de 24 heures si possible. N'importe où, il peut venir en moins de 24 heures? Dans un rayon d'action, on va dire entre 300 000, 300-400 km, on va dire, et pour pouvoir tout de suite sauver le bateau, en fait. Et parce qu'on sait que, lui il le sait très bien d'expérience, parce qu'il a beaucoup d'expérience là-dedans, que si on laisse passer du temps, une tempête peut arriver, le bateau peut se détériorer, et puis on peut perdre le bateau. Alors que si on intervient vite, une fois que le bonhomme est sauvé,
Lui, il se concentre sur la partie, on va dire, matérielle, technique, et il sauve le bateau. Voilà. C'est ce qui s'est passé en avril. Nous, on avait contracté avec lui. Et 2 heures après mon chavirage, ils appareillaient de Lorient avec un équipage. Ils étaient sur le qui-vive, en fait. Et mon boat captain les appelle. Ils appareillent de Lorient et 20 heures plus tard, ils étaient sur zone. Et moins de 24 heures après, le bateau était en remorquage. Et c'est une sorte de dépanneuse qui arrive. Exactement. Ouais. Et donc, nous, on a trouvé que c'était la meilleure garantie finalement pour sauver nos bateaux et leur valeur. Sans doute même mieux qu'une assurance finalement. Donc voilà. Super. Merci pour toutes ces explications. Si il y a plein d'enfants qui viennent te voir sur le village, qui te suivent. Oui. Il y en a certainement qui rêvent de faire une course au large. Est-ce que tu aurais un conseil à donner à un petit un futur navigateur. Un futur navigateur, si tu avais un conseil à lui donner Eh bien, de toujours y croire, d'avoir des rêves les plus fous, les plus dingues, de ne pas avoir peur finalement de choquer autour de soi et d'être pris pour un fou, des fois. Tu l'as été, toi ? Ouais, moi je l'ai été. Alors, pas enfant, parce que finalement, comme je disais, j'ai découvert la voile tard. Mais j'ai toujours aimé avoir des rêves un peu dingues. Et quand j'ai commencé à naviguer, je me suis dit un jour, je ferai de la course au large. Et je me souviens que mes parents, ils m'ont regardé, t'es dingue ou quoi, t'as jamais fait de bateau, etc. Mais voilà, j'avais une espèce d'idéal, d'envie, et je crois que c'est un vrai beau moteur. Donc voilà, il y a bon nombre d'enfants qui ont rêvé sur des pontons au départ de Route du Rhum, d'arrivée du Rhum, ou du Vendée Globe, voilà. Et je crois que ces rêves-là, ils permettent de construire après des vies incroyables. Super. Je te remercie beaucoup pour le temps que tu m'as consacré merci à toi. Sur ton bateau. Je suis désolé pour le bruit derrière. S'il y a un peu de musique, on est en Guadeloupe, dehors. Alors il peut y avoir un peu de musique, un peu de vent. J'espère que ce sera assez audible. C'est le premier podcast en plus que tu inaugures sur ma chaîne Scissor Chance. Et c'est également, ce sera également disponible avec un montage réalisé par Marie Loresteux sur l'application Backstage, qui aussi a fait des interviews et qui t'avait interviewé depuis Saint-Malo. Voilà. Merci à toi. Merci. Et bon retour du coup à Nantes. Ouais, à Trinité d'abord et puis Nantes ensuite. Super, merci.